Olivier Charton, cabinet Square Patton Boggs. Nous sommes un cabinet d'avocats généraliste en droit des affaires, cabinet international présent sur une vingtaine de bureaux dans le monde, une vingtaine de pays dans le monde, pardon, une quarantaine de bureaux. On fait pas mal de mobilité internationale, qu'on accompagne nos clients sur tous les sujets, je dirais, de la vie de l'entreprise et du droit social, et plus particulièrement sur la mobilité internationale, où on les accompagne sur les sujets de effectivement tout ce qui est droit du travail, sécurité sociale, aspects fiscaux, mais également sur l'aspect immigration. Je laisse. Bonjour à tous, je suis Olivier Lefauder d'AOC Insurance Broker. Nous sommes une insurtech, nous sommes un comparateur spécialiste en mobilité internationale, donc pour tout ce qui touche au domaine de l'assurance, avec une plateforme SaaS qui permet de digitaliser les appels d'offres pour les groupes en mobilité, en santé, prévoyance, en s'attaquant au périmètre des garanties, du prix, mais aussi le côté réglementaire, dont on va parler d'ailleurs, la compliance, c'est-à-dire ce que l'on peut faire et ne pas faire, voire de ne pas exporter un modèle français dans un pays étranger, en fait. Voilà. Nous sommes autrement membres de la French Tech, labellisé Finance Innovation. Voilà. On porte un côté disruptif à ce secteur d'activité, avec aussi un modèle alliant la prévention, en dehors de la partie purement assurance, en fait. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis François Pierret, directeur de la business unit MGNIB. Donc, on s'appelait MGNIB encore hier, et donc depuis aujourd'hui, on va s'appeler VIVIB, puisque on est un peu l'agence de souscription en mobilité internationale au départ de MGN, avec la fusion et la constitution du groupe VIV. Notre expertise de mobilité internationale va se généraliser à l'ensemble du groupe, à l'ensemble des mutuelles du groupe. Et donc, voilà, le groupe VIV étant maintenant le numéro 1 en France en santé, l'idée c'est que ce grand acteur français qui ne faisait pas de mobilité internationale, par notre intermédiaire, va se mettre à ce métier-là. Donc c'est tout récent, on a été créé en décembre 2015 et on a à peine 2 ans et demi d'existence. Et donc avec une renaissance sous le nom VIV. Et sur l'atelier d'aujourd'hui, moi j'interviendrai essentiellement sur le côté compliance assurance. Il y a tout ce que l'entreprise, l'employeur doit regarder, et là vous avez les meilleurs experts pour vous en parler. Et de notre côté, on a aussi des obligations en tant qu'assureur, et au départ on est un assureur français, donc j'interviendrai sur est-ce qu'on intervient depuis la France en LPS ou via d'autres moyens, mais je suis là un peu pour défendre le rôle du porteur de risque dans ces montages. Bon, alors ce qu'on propose, c'est peut-être de démarrer par une introduction juridique par Jean-François et moi. Je pense sur beaucoup d'éléments, à mon avis, que vous connaissez déjà, qu'on va essayer de mettre en perspective. Et puis dans un second temps, on aura l'aspect plus terrain lié aux spécificités locales hors de France. Voilà. Alors, juste un petit rappel des notions, parce qu'on est sur 2 sujets qui, de prime abord, n'ont pas l'air faciles à relier. On a d'une part la compliance, donc on est plutôt sur une problématique de process interne à l'entreprise, et d'autre part la notion de protection sociale, qui est plutôt une problématique assurantielle, donc liée à la couverture de risque, toute forme de risque en fait financier lié aux accidents de la vie subis par les salariés. Alors, pourquoi j'insiste sur l'aspect assurantiel? Parce que cet aspect assurantiel, et on va en parler tout de suite après, va jouer sur le comportement de l'entreprise dans sa gestion du risque salarié, puisque l'assureur, ça peut être la sécurité sociale ou autre, va avoir des exigences liées qui vont conditionner la prise en charge du risque. Donc, il y a 2 aspects, je dirais, par rapport à la compliance pour ce qui concerne la protection sociale. D'abord, je pense que je viens de le dire,
La compliance, ça va vouloir dire pour l'employeur, sa qualité d'employeur vis-à-vis des salariés en mobilité internationale, de voir comment il va devoir organiser la mobilité pour limiter l'exposition au risque. Donc, des choses qu'on connaît tous, je pense. L'obligation de sécurité de résultat, c'est une obligation qui a été fixée dans des contentieux de sécurité sociale, donc directement liés à la protection sociale. Le non-respect de cette obligation est une faute inexcusable, avec donc la prise en charge de l'intégralité du préjudice par l'employeur. Et donc des incidences directes en matière de compliance. Donc on parle un peu plus. J'ai rajouté une petite module sur la conception large de la prévention, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment en ce qui concerne la jurisprudence de la Chambre sociale sur les accidents du travail hors de France. Plus largement, la compliance, donc on parlait de process tout à l'heure, c'est la mise en œuvre donc, des process qui vont assurer la couverture sociale au niveau d'un groupe. J'ai cru comprendre en regardant la liste des personnes de vous que vous êtes très nombreux à vous insérer dans un groupe. Donc je pense qu'on est sur une question, je pense qui est concernée par les personnes qui sont ici. Tu veux poursuivre, Jean-François, ou je continue encore? D'accord. Un bref rappel juridique. Avant d'entrer donc dans les deux grands aspects de la compliance. D'abord, la relation de travail ne se confond pas avec la protection sociale, parce qu'il est question d'expatriation. C'est au sein de la relation de travail à proprement parler, c'est-à-dire le lien employeur-salarié. On peut avoir un lien d'employeur qui est maintenu, un lien d'employeur-salarié qui est maintenu en cas d'expatriation, ou pas. En droit du travail, par abus de langage, on va réutiliser des concepts de sécurité sociale, on va parler de détachement du salarié qui est maintenu dans un lien d'emploi à l'étranger avec son employeur, et d'expatriation dans les autres cas. Et ce sont des notions en fait, de pur droit de la sécurité sociale qu'on a plaquées sur le droit du travail. Ce sont deux domaines qui sont complètement autonomes l'un de l'autre. En matière de sécurité sociale, donc ce mécanisme assurantiel où on a trois parties, l'employeur, l'assureur et le salarié, on va avoir aussi une distinction entre le détachement et l'expatriation. Et c'est une distinction qui ne recoupe pas exactement, même ça peut parfois pas du tout recouper la même réalité. L'expatriation et le détachement en matière de sécurité sociale, c'est essentiellement lié au caractère temporaire de la présence hors de France. Si bien qu'on peut se retrouver dans des situations assez étranges où le régime de sécurité sociale français, par exemple, peut s'appliquer pour la Sécu, mais un droit étranger peut s'appliquer au contrat, ou vice-versa. On a eu ça récemment. C'est pas... En plus qu'il y a la possibilité de maintenir de manière volontaire le salarié au régime français de sécurité sociale, quoi, il y a un article du... On va y revenir. Donc, comme c'est un sujet extrêmement large, la compliance, et qu'on n'a pas énormément de temps, on n'a que 45 minutes, on a choisi deux thèmes, deux grandes thématiques, et on va essayer d'être rapide pour laisser rapidement la parole. D'abord, la compliance liée à la sécurité des salariés, puisque c'est un lien direct sur les obligations en matière de protection sociale. Le comportement de l'employeur peut être fortement impacté en matière de sécurité sociale s'il ne fait pas ce qu'il faut, et la compliance en termes de process, donc de couverture sociale des salariés au niveau mondial, au niveau du groupe. Donc en fait, là on est plus vraiment sur des process, des démarches et une couverture. Donc il y a deux questions qu'on se pose et que d'expérience, beaucoup de groupes et même des très gros groupes, on a quelques exemples à donner après, qui n'envisagent pas du tout les deux questions qui viennent de s'afficher. D'abord, on peut avoir énormément de salariés étrangers, même des groupes. Moi, j'ai travaillé pour des ONG, par exemple, qui avaient des salariés partout dans le monde, des groupes médiatiques qui avaient des reporters partout dans le monde, et qui n'avaient jamais, absolument jamais réfléchi à la couverture sociale de ces personnes. Jamais. Et bon, c'est quand même la première question à se poser, si on veut être compliant, justement, c'est est-ce que ces personnes-là doivent être couvertes?
Et ensuite, quels sont les risques qu'il faut couvrir? Alors, il y a une partie des risques, donc santé, retraite, etc., que je vais aborder plus précisément. Moi, je vais parler plus précisément là, dans l'instant, de la sécurité. Alors, quand on est employeur français de droit français, on a une obligation d'information du salarié préalable à son expatriation. Et donc, le premier réflexe, évidemment, ça va être de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la santé du salarié pendant son expatriation. Donc là, un petit rappel des règles, pardon, je suis peut-être un peu rapide, voilà, un petit rappel des règles, juste pour préciser pourquoi c'est important, parce qu'on peut être amené à expatrier un salarié hors de France, à le détacher auprès d'une filiale locale. Il n'y aura plus aucun lien d'emploi parce qu'il sera détaché auprès d'une filiale locale, le contrat français sera suspendu. Pour autant, ses obligations avant le départ demeurent entières. C'est-à-dire que la jurisprudence estime que ça s'impose quand même à vous, employeur français, même si après le salarié, pour ce qui concerne le quotidien, hors de France, relèvera des directives de l'employeur local. Pendant la mobilité hors de France, vous avez deux cas de figure. Alors, il y a le cas de figure le plus simple, ce qu'on appelle, en droit du travail, encore une fois, par abus de langage, le détachement, c'est-à-dire ces cas dans lesquels il y a un maintien du lien d'emploi. Là, toutes les obligations de l'employeur sont maintenues, donc même si le salarié, comme je l'indique, est expatrié au sens de la sécurité sociale, même s'il est affilié à la sécurité sociale locale, l'employeur français conserve les obligations en matière d'hygiène, de sécurité, de santé. Il doit impérativement, et notamment, je vais l'évoquer très rapidement parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, notamment parce qu'il concerne le risque payé. En l'absence de maintien du lien d'emploi, la Cour de cassation, là encore, considère que l'employeur, même s'il va détacher un salarié auprès d'une filiale locale, donc le contrat français est suspendu, pour autant, il peut être amené, l'employeur français, à engager sa responsabilité civile en cas d'accident survenu au salarié expatrié hors de France. On a des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui condamnent les employeurs pour faute inexcusable, alors que les salariés étaient détachés auprès d'établissements à l'étranger, expatriés auprès d'établissements à l'étranger. Concrètement, ça veut dire que c'est un élément qu'on est obligé de prendre en considération avant l'expatriation du salarié. On ne peut pas se cacher derrière le simple fait qu'il est mis à disposition auprès d'une filiale. Il va falloir avoir une réflexion sur comment on va tout mettre en œuvre pour éviter certains risques. Après, ce qui concerne la responsabilité pénale, c'est-à-dire le risque de condamnation correctionnelle, la plupart du temps, dans ce cas de figure précis, en revanche, c'est la grande différence avec le droit de la sécurité sociale, l'employeur qui n'aurait plus de lien d'emploi, en fait, en raison de la suspension du contrat, en principe, n'est pas pénalement responsable de l'accident, de la blessure du salarié qui survient hors de France. Sous réserve de ne pas s'immiscer dans la gestion du salarié hors de France. Typiquement, les salariés qu'on va mettre à disposition de filiales pour développer la commercialisation de produits, et on va s'empêcher de donner des directives, alors que normalement il est censé reporter à la filiale locale. Je continue et tu fais la deuxième partie. Okay. Donc sur les risques à couvrir, je disais qu'il y avait une conception très large du risque à l'occasion de l'expatriation, le risque extrêmement large, puisque ça aussi, ça a été jugé depuis presque 20 ans maintenant, une jurisprudence Framatome. Les salariés qui sont expatriés sont couverts, non seulement pour les actes qu'ils commettent à l'occasion de leur vie professionnelle, mais également des actes de la vie courante, sauf à démontrer que ce sont des actes qui ont été accomplis dans des circonstances totalement étrangères à l'activité professionnelle. Donc, par exemple, le salarié est à l'hôtel, il prend sa douche, il s'électrocute parce qu'il a voulu utiliser son sèche-cheveux dans la baignoire, c'est potentiellement un accident du travail, parce que ça s'est passé hors de France, acte de la vie courante, il était à l'hôtel, payé par l'employeur, et ça a été une mission. Donc, quelques exemples que je vous parlais tout à l'heure, des exemples donc tirés de pratique. Une société de conseil envoie un salarié en Algérie pour travailler auprès d'une société qui implante un site de production en Algérie.
Alors, il y a une belle couverture sociale sur le papier. Le salarié, une fois en Algérie, exige de rentrer en France parce qu'il estime qu'il n'a pas reçu l'information appropriée sur le risque payé. De fait, la société était une société de conseil, elle existe toujours, une société de conseil qui s'est développée historiquement dans les pays où il n'y avait pas de risque payé, en Occident, au Japon, qui n'a jamais été confrontée donc, à des territoires compliqués et qui n'avait jamais réfléchi à l'information préalable des salariés relative au risque payé. Le salarié était donc parfaitement en droit d'exiger son retour et la société n'a pas eu d'autre choix que de le faire. Pourquoi? Parce que sinon, si le salarié avait eu un accident ou quoi que ce soit, elle aurait complètement exposé sa responsabilité civile, comme je le disais tout à l'heure, et voire même pénale d'ailleurs, parce que là on est sur une obligation pré-expatriation, une obligation qui s'impose à l'employeur avant l'expatriation qui n'a pas été accomplie. Autre exemple dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais parlé d'une ONG. Même cas de figure pour un gros groupe médiatique où tous les reporters, absolument tous les reporters, depuis 20 ans, sont en contrats locaux dans le monde entier et n'ont aucune couverture sociale. Enfin, maintenant, ils commencent à en avoir une parce que ce groupe a eu l'intelligence de nous appeler. Mais c'est un énorme problème parce que, d'abord, ils n'ont pas couvert les risques existants, mais en plus, ils n'ont reçu aucune information. Aucune information. Du coup, par exemple, pour la retraite, ils n'ont jamais cotisé la retraite, l'employeur est complètement responsable, c'est-à-dire qu'il va devoir pratiquement leur payer le différentiel de ce qu'ils perdent de ce chef, parce qu'il a commis une faute. Là-dessus, la jurisprudence est absolument inflexible. Si vous n'informez pas complètement le salarié, Jean-François, tu vas venir, vous exposez votre responsabilité. Donc juste quelques points d'attention par rapport au sujet de la compliance et des process, vérifier qu'il y a bien une politique d'expatriation et s'il n'y en a pas, ça peut faire 2 pages, c'est pas un roman, mais qu'il y ait au moins un document dans lequel on va noter tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a une bonne prise en compte du risque pays? Est-ce que les salariés sont bien informés sur le pays d'expatriation? On peut aussi simplement annexer à l'avenant d'expatriation la fiche du Quai d'Orsay sur le risque pays. Est-ce qu'il y a des examens médicaux à faire avant le départ? Et est-ce qu'il y a une assurance rapatriement qui a été souscrite? Oui, alors moi je rajouterais juste sur ce premier chapitre. Et par rapport au déplacement des salariés étrangers, c'est hyper important. Désolé, tout le monde, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse jurisprudence de la direction des chantiers navals, après les attentats à Karachi en 2002. La direction des chantiers navals a été tenue responsable d'une faute inexcusable parce qu'elle n'avait pas organisé correctement les déplacements des salariés, qu'ils faisaient toujours le même trajet tous les jours, et c'est comme ça que les terroristes avaient fini par les attaquer. Sur ce premier chapitre qu'on vient de clore, j'aurais juste une remarque. Information va évidemment de pair avec formation. La formation des salariés est particulièrement cruciale. Et d'ailleurs, quand je dis les salariés, des expatriés, c'est pas forcément que les expatriés, mais également les accompagnants, la famille. Vous avez sur cet événement de très bons prestataires qui seront à même de vous accompagner sur ces dispositifs de formation. Formation, quand je dis formation, c'est par exemple formation à l'environnement culturel local, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà. Donc le point suivant, c'est effectivement la mise en place d'une couverture sociale, je dirais, adaptée pour une mobilité internationale. Est-ce que le salarié, question qui se pose, c'est est-ce que le salarié hors de France doit être couvert? Dans quelle situation doit-il être couvert? Et c'est là qu'il est donc particulièrement utile pour vous, au sein de votre groupe, de procéder à une cartographie précise des systèmes de protection sociale existants dans les différentes filiales du groupe. Ce que Colline a pu faire, par exemple, pour ce groupe dans le domaine des médias, ce qu'on fait régulièrement pour des clients. Évidemment, qui dit cartographie dit analyse des accords bilatéraux de sécurité sociale, en particulier hors de l'espace économique européen. On est amené à se pencher sur les accords bilatéraux de sécurité sociale, mais pas que, également sur les aspects fiscaux, avec les accords,
en matière fiscale. Souvent les deux vont de pair. Voilà. Faut-il couvrir le salarié en mobilité internationale? Alors le salarié détaché, oui, systématiquement, il n'y a pas le choix, c'est la réglementation française. Oui, c'est la réglementation française et qui résulte de la réglementation européenne ou des conventions bilatérales. Il y a des pays qui ne sont pas couverts par des conventions bilatérales et pour lesquels, du coup, il y a un risque de double affiliation, localement et en France. Effectivement. Et pour le salarié expatrié, la situation est plus différente, dans le sens où ça dépend un petit peu des secteurs d'industrie, des conventions collectives applicables. Certaines sont particulièrement favorables aux salariés expatriés. Par exemple, Syntec Métallurgie, effectivement, où on a tout un panel de dispositifs à mettre en œuvre en matière de protection sociale, mais pas que, également pour tout ce qui est, je dirais, retour du salarié, rapatriement, etc. Voilà. Et puis, comme effectivement, il y a certains pays où la protection sociale peut être considérée comme un frein à la mobilité, dans le sens où il n'existe pas grand-chose. On donne l'exemple ici des États-Unis, où quand on s'apprête à envoyer quelqu'un en mobilité aux États-Unis, évidemment, les salariés sont particulièrement attentifs au package qu'on leur offre. Donc, on revient sur cette notion d'information. Là encore, il est plus que recommandé, compte tenu de la jurisprudence que tu citais, d'informer les salariés avant le départ en expatriation, notamment sur la mise en place de dispositifs de couverture, de prévoyance et de retraite, sur le maintien des systèmes de retraite, notamment retraite complémentaire, parce que en cas de, je dirais, souvent on a le cas de figure d'employeurs qui viennent nous consulter avec les salariés pour qui les cotisations n'ont pas été versées des expatriés, et évidemment après un nombre significatif d'années, la facture peut être lourde. Par rapport à la retraite complémentaire, la réglementation européenne de coordination des régimes sociaux s'applique pour les retraites de base. Donc le salarié va cotiser une retraite de base, y compris en régime local dans l'Union européenne, et ce sera reconnu dans le système français. Et ça ne couvre pas les retraites complémentaires. Donc, notamment, il y a des pays où il n'y a pas de retraite complémentaire, comme le Royaume-Uni, il n'y a pas de retraite complémentaire obligatoire. Si vous omettez d'affilier salariés SRE et RCAFEX, qui sont les caisses de retraite complémentaire, derrière, et là, vous exposez votre responsabilité. Nous, alors, c'est une bonne question. On demande effectivement à nos clients de se positionner. Par contre, je vous donne un exemple. On a un client pour lequel on gère de la mobilité qui envoie des salariés, par exemple, dans les pays du Moyen-Orient. Ça peut être des consultants qui ont moins de la quarantaine, donc qui sont un peu, je dirais, attirés par les régimes fiscaux quasiment inexistants, d'ailleurs, de fiscalité quasiment inexistante de ces pays-là, et qui se disent, bon, puisque je ne paye pas d'impôt sur le revenu, pourquoi je paierais des cotisations retraite? Et voilà. Donc les gens, évidemment, 35-40 ans, ne pensent pas forcément à cotiser à la retraite complémentaire et autres. On incite forcément les clients à leur faire signer à ce moment-là, à leur présenter un document d'information, et ce qui est une signature du salarié, disons c'est de manière informée, parfaitement informée, qu'il a choisi de ne pas être affilié, par exemple, à CRE, RCAFEX ou voilà. Aussi un aspect important. Alors nous on est avocats, on n'a pas l'habitude de parler avec des micros, et c'est vrai que la salle est belle et c'est compliqué Oui, non, ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer des informations qui sont faites en matière de mutuelle et prévoyance. Quand on envoie les plaquettes, où il y a des groupes maintenant qui font ça systématiquement. Je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire. Vous leur faites signer comme quoi ils ont bien reçu le document d'information. Et après, il faut les informer pendant
toute l'expatriation. Donc il faut qu'ils reçoivent régulièrement une information sur la retraite, par exemple. On va peut-être pas trop tarder, parce qu'on va peut-être vous laisser la parole, hein, parce que le temps passe. Non, juste pourquoi? Parce que je voulais juste parler de certains points et après je vous laisse parler. Administratif. Vous savez que quand on envoie un salarié hors de France, il faut systématiquement remplir un formulaire de détachement. Je me suis on s'est permis de le mettre dans les slides parce que vous pouvez envoyer quelqu'un une semaine à l'étranger. S'il y a un accident à l'étranger et que vous n'avez pas rempli le formulaire de détachement, vous payez plein pot les conséquences de l'accident du travail. La CEPAM va refuser de payer quoi que ce soit. Et là, on fait la transition avec nos voisins. Quand on organise une couverture globale, souvent on va vouloir faire appel à la même couverture globale dans le monde entier. Et là, c'est là qu'il faut avoir une connaissance, une cartographie mondiale en fait des différents systèmes de protection sociale. Notamment, je pense que vous allez pas mal développer sur les aspects fiscaux et la protection sociale. Voilà. Je vais essayer d'être concret, parce que je pense que ce qui est important, c'est d'être concret, assez pratique. Je dirais au préalable, quand j'écoutais mes collègues à côté, que la première des choses à faire, c'est de définir une politique de mobilité internationale. Donc, définir une politique de mobilité internationale, c'est soit faire appel à des experts ou d'écrire sur un bout de papier ce qu'on veut faire et quelles sont les problématiques, quels sont les risques que l'on peut rencontrer. Je prendrai aussi un élément qui a quand même son importance, parce qu'on ne parle là que de Français qui partent, mais aujourd'hui toutes les entreprises sont un multipode de nationalités. Donc on peut avoir des anglophones, des américains, on peut en accueillir, en envoyer, etc. Donc il faut tenir compte des prérogatives de chacun, hein, parce que sur le plan culturel, personne ne pense de la même manière. Un Français veut tel type de couverture, un anglo-saxon tel type de couverture, etc. Donc on ne peut pas toujours penser que le modèle français qu'on veut exporter aux quatre coins du monde est possible dans tous les cas de figure, c'est même loin d'être possible. Prenons aussi le cas, de manière très pratique, que la majorité des entreprises qui envoient des expatriés à l'étranger les envoient dans des filiales, donc en contrat de droit local. Ce n'est pas pour autant que ces entreprises ne leur offrent pas une couverture sociale internationale. En fait, hein. Donc dans ce cas de figure, et comme toutes ces entités cherchent à optimiser, j'allais dire, les rémunérations sous toute forme que ce soit d'utiliser des pays comme l'île Maurice pour envoyer des expatriés en Afrique, Singapour pour les envoyer en Asie, la Suisse pour les envoyer aux quatre coins du monde, etc. Le but est quand même d'économiser aussi pour ces entreprises les charges sociales attenantes, les éléments de retraite, etc., par exemple, qui ne vont pas être pris à la tête du groupe, mais gérés aussi dans les différentes filiales. Et je dirais que préalablement, les expatriés, ils regardent ça de manière globale. C'est la rémunération, y compris ma santé, ma protection sociale, etc., etc. En fait, hein, donc c'est une négociation de gré à gré qui s'effectue avec l'entreprise, en fait. Donc je pense que le premier point, c'est la définition de cette politique de mobilité internationale. Ensuite se pose la problématique de se dire comment je mène cette politique de mobilité internationale. Il est évident que si on est une entité avec une entité multiculturelle, avec des expatriés provenant de toute nationalité, on va de fait pas mettre en place un modèle à la française, entre guillemets, qui ne sera pas compris par des personnels d'autres nationalités. Donc on devra beaucoup plus s'approcher d'un modèle anglo-saxon, en fait. D'ailleurs, à mon sens, seuls ces modèles respectent la compliance sur le plan d'ordre juridique pour les entreprises, mais aussi les assureurs, ou la majorité des assureurs, contrairement, on va dire, aux providers sur le marché français, avec des montages que je pourrais qualifier de plus compliqués, alors qui ont une résonance sur le marché français, hein, par exemple s'assurer dans le cadre d'une association de la 1901 avec une taxe d'assurance ou pas de taxe d'assurance posera des conséquences automatiquement si l'on déploie des personnels aux États-Unis, au Middle East, etc. En fait, hein, parce qu'on n'aura peut-être pas le bon assureur, on n'aura peut-être pas le bon plan, etc. L'autre point aussi qui est important, sur lequel j'attire votre attention, c'est, je trouve,
c'est pas, je dirais pas stupide, même totalement inutile, les politiques qui sont menées par des groupes, voire même des très gros groupes, qui vont dupliquer, on va dire une protection sociale en local, dont ne va pas se servir l'expatrié, et en plus une couverture internationale. C'est-à-dire que, ou alors il a une couverture locale, mais dans laquelle il y a des trous dans la raquette, et on ne l'offre pas, j'allais dire, une couverture internationale. Ce qu'on rencontre dans des groupes, voire même très très importants. Alors plutôt que d'optimiser cette politique de mobilité internationale, en utilisant cette fameuse compliance, donc des assureurs santé internationaux, qui peuvent opérer, parce qu'ils ont des licences d'assurance dans ces pays, d'offrir une couverture internationale, mais aussi locale, en respectant les règles juridiques dans les pays. Prenons l'exemple, si vous avez des expatriés au Royaume-Uni, vous devez payer 12% de taxes sur votre police d'assurance. Tout comme en France, quand vous acquittez votre multirisque habitation et votre assurance auto, vous avez des taxes. Donc tous les pays dans le monde essayent de collecter de l'argent, et donc par voie des conséquences, les entreprises se doivent de respecter ce cadre légal, tout comme les assureurs d'ailleurs, parce que c'est elles qui sont les collecteurs, et donc de libérer ces différents éléments. On constate par exemple sur le Middle East, mais par exemple aux États-Unis, on voit encore de nombreuses sociétés françaises qui assurent des expatriés ou déploient des expatriés sur ces destinations sans être dans les règles juridiques qu'impose le cadre local. Prenons l'exemple des États-Unis. Envoyer des expatriés aux États-Unis, c'est automatiquement se conformer à la loi Obamacare. C'est comme si j'avais des étrangers sur le sol français que je recrute et je ne les mettais pas à la sécurité sociale. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que sur le plan en France, on respecte scrupuleusement le cadre. Par contre, quand on envoie des expatriés à l'étranger, on est souvent très hors cadre, en fait. La raison, elle est multiple, mais j'en ai une qui est le plus importante, c'est le côté culturel. C'est-à-dire qu'on a un système social qui est tellement compliqué, mais que les gens apprécient tous, qu'on essaye, dans tous les cas de figure, essayer de faire des copier-coller de toutes les façons possibles et imaginables pour les personnes que l'on expatrie. Je parle bien là des Français. Il est évident que c'est bien plus compliqué d'expliquer à des Français qui vont s'expatrier aux États-Unis qu'est-ce que c'est que la loi Obamacare, et comment ça marche, en fait, et comment ça marche les networks, les franchises, etc. Et pour autant, c'est le cadre. L'entreprise qui ne respecte pas ce cadre, c'est 100 $ par jour et par employé, et s'il est attaqué dans les tribunaux, ça peut lui coûter des millions de dollars, en sachant que le salarié, lui, ne pourra pas avoir la déductibilité au titre de son IRS, en fait. Donc, et le faire par un groupe qui n'y serait pas compliance, malgré le fait de produire des éléments, parce qu'il y a des documents juridiques à produire, comme dans tout système. Aux États-Unis, il faut délivrer un N95, il faut être un taxpayer ID aux États-Unis pour être dans le cadre de la réglementation. Donc, je pense que le contexte juridique est très important au départ, en fait. C'est comment je veux assurer mes expatriés, s'ils sont tous de toute nationalité ou français, avec ce cadre juridique, quel type d'assureur je dois aller voir. Et de fait, plus important, plus intéressant d'aller voir directement ou de gérer en direct chez un assureur cette partie, que par rapport à des providers ou à des montages juridiques que je pourrais dire de particuliers, mais aujourd'hui qui n'ont quasiment plus lieu d'être, hormis, j'allais dire, dans la zone euro. Parce que dans la zone euro, c'est différent, on est en libre prestation de services, etc. Mais dans tous les autres pays, se pose cette problématique d'ordre juridique, en fait. Là, donc, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, quelles qu'elles soient, la majorité, enfin celles que l'on voit, ce sont automatiquement des personnes qui travaillent au sein de ces entreprises qui ont un visage multiculturel. Et il faut aussi penser dans votre politique de mobilité internationale, de prendre aussi, parce que ce sont des talents que vous envoyez à l'étranger, donc c'est de satisfaire par rapport aux besoins, c'est plutôt de les écouter, qu'est-ce qu'ils veulent de manière unanime, en sondant ce qu'ils veulent, plutôt que de décider à la tête d'un groupe, on va faire ci sans poser la question à ces personnes. En fait, souvent, on tire à côté de ce qu'ils veulent. C'est un peu malheureux. Et puis, il faut, dans les filiales, bien entendu, il y a aussi des nationaux. Si l'on fait des plans qui sont compliants, on peut permettre d'offrir à ces nationaux dans ces pays aussi une protection sociale adaptée et de ne pas les perdre. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps pour ces expatriés à former ces personnes à l'étranger. Potentiellement, c'est peut-être pour les garder, en fait. Donc, et eux aussi, finalement, s'ils veulent s'élever dans les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, ils attendent à avoir autre chose qu'un petit plan local qui ne va pas leur faire grand-chose. En fait, donc, je pense qu'il faut penser de manière beaucoup plus globale, mais aussi penser filiale, en fait,
Et donc cette partie aujourd'hui assurance, pour moi, elle ne se gère pas à la tête d'un groupe, hein. Elle doit avoir de manière globale, mais décentralisée, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être amené à assurer un groupe de 200-300 personnes, mais avec un assureur à la tête et 4 ou 5 assureurs qui vont gérer cette partie compliance et ce côté réglementaire, en fait, hein, permettant d'optimiser d'ailleurs cette partie-là pour les entreprises, donc un coût moins élevé, moins de doublons. On satisfait davantage les personnes en tenant compte aussi de leurs aspirations, en fait, hein. Voilà, et puis on met aussi quelque chose d'homogène. Ça paraît toujours bizarre de voir dans des sociétés que les Français sont toujours mis à part. J'ai toujours trouvé ça bizarre, contrairement au reste du monde où, j'allais dire, les expatriés sont tous traités de la même manière, en fait, hein. C'est surprenant. François, je pense que tu as des choses à rajouter sur ces points, je pense. Hein. Oui, sur ces sujets, je pense que le résumé a été assez bien fait. En fait, on s'aperçoit pour l'assureur, alors je me positionne chez l'assureur, que les choses deviennent mondialement de plus en plus complexes. Il y a 20 ans, on assurait les expatriés français depuis un contrat France dans le monde entier. On ne se posait aucune question sur est-ce que c'est légal, pas légal, est-ce qu'il y a des taxes, il n'y a pas des taxes, etc. Le truc était assez ouvert, il n'y avait pas de compliance locale qui s'appliquait. On assurait les gens à Dubaï avec des contrats de droit français, on assurait les gens en Chine avec des contrats de droit français, on allait aux États-Unis avec des contrats de droit français, quand je dis de droit français, d'assurance. Et tout se passait très bien. Et puis au fur et à mesure de l'économie mondiale, la banque et l'assurance, c'est un secteur qui est dans chaque pays qui commence à se développer, regarder. Donc les États-Unis ont fait leurs règles, la France, l'Europe a fait ses règles, le Japon a ses règles, la Chine a fait ses règles. Et en fait, il y a 20 ans, il y avait peut-être que 2 ou 3 pays où il fallait faire attention. Aujourd'hui, on est plutôt sur 20 à 30 pays. Donc on n'assure plus les gens en Suisse, on n'assure plus les gens à Dubaï, depuis un contrat français, on n'assure plus les gens en Chine, on n'assure plus les gens à Singapour, les États-Unis en collectif c'est possible, mais il faut faire attention. Et donc pour les assureurs, il a fallu se positionner, maintenant il faut toujours couvrir ces gens-là. Le risque principal, à mon sens, qui est vu par les expatriés, par les employeurs, c'est le risque santé. Tout le monde est focusé là-dessus. C'est le risque le plus compliqué à rendre compliance, parce que c'est sur le risque santé que dans le monde entier, il y a plus de lois. Hein. À Dubaï, maintenant, si vous n'êtes pas assuré à Dubaï, vous n'avez même pas le droit de rentrer, donc la question ne se pose pas, il n'y a plus de débat. Mais pour autant, un Français expatrié ou un Anglais expatrié à Dubaï, il dit « Moi, mon employeur, il est en Europe, avant j'avais une super couverture, Dubaï, c'est sympa pour les impôts, mais pour la santé, si de temps en temps je peux me soigner à Londres ou à Paris, ça m'arrange bien. » Donc on lui offre, vous lui offrez, moi je facture, mais on veut lui offrir cette garantie, et donc ça devient complexe. Il faut un assureur local, un réassureur qui prend le risque, un gestionnaire qui va gérer les claims locales à Dubaï avec toute une série d'obligations locales. Hein, c'est pas le type IE depuis Paris ou Londres qui peut le faire, et rajouter un type IE international qui va pouvoir aussi intervenir pour le rapatrier, pour lui payer des hospitalisations à Paris, Londres ou Tokyo. Donc ça devient assez complexe. Alors, dans les grands groupes et quand on a des secteurs comme chez nous spécialisés mobilité internationale, on a des accords un peu partout dans ces pays complexes pour rendre un peu moins complexe et puis pour essayer de réduire les coûts, mais somme toute, pour faire tout ça, il y a un peu plus de coûts que ce qu'il y avait avant, et puis il y a un peu plus de taxes. Hein. Chaque pays rajoute la taxe. Là, vous voyez en France que du jour au lendemain, on nous annonce qu'on va peut-être rajouter 5% de taxes en 2019, qu'on arrêtera en 2020. On est le 15 novembre et on nous annonce ça pour le 1er janvier. Ça va sans doute pas passer, mais c'est un peu partout dans le monde. Les États, comme tu l'as dit, Olivier, essayent de récupérer des taxes sur la santé. Donc sur la santé, on a ce système, soit en LPS, donc la LPS c'est assez facile, en Europe on arrive assez facilement à résoudre le problème, on paye les taxes pays par pays, on est compliance pays par pays, mais quand on est hors de ces pays, quand on est dans des pays à juridiction locale qui s'imposent, eh bien il faut faire des montages. Et il reste après des pays encore zone grise où on peut couvrir des expatriés sans trop de difficultés. Parce que si on le fait dans les 190 pays, on se retrouve avec des montages
très complexe, impossible à gérer. Donc on est toujours dans ce débat entre jusqu'à quelle complexité on va. Donc ça c'est pour la santé. Et pour la santé, comme disait Olivier, il y a deux choix. Le français expatrié essaye de recopier ce qu'il avait en France. Malheureusement, le système français il est très cher, donc ça on peut le recopier, mais il est surtout très généreux. Il y a la liberté des soins partout sur le territoire français, on ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de pays, aux États-Unis, quand vous voulez une couverture d'un rapport qualité-prix raisonnable, il n'y a pas totale liberté des soins dans le choix. Donc il y a ça à manager, mais tout le monde est focusé sur la santé. On en a dit deux mots tout à l'heure, mais le vrai danger, c'est la prévoyance. Vérifier que la prévoyance est aussi bonne qu'avant de partir, parce que pour le coup, s'il avait des grosses garanties d'essai, des belles garanties arrêt de travail, et là où il atterrit, il a quelques garanties, mais il faut lui compléter. Donc souvent, les employeurs qui expatrient des Français rajoutent des garanties, qui vont compléter les prestations locales. Alors quand vous êtes au Japon, à Taïwan, aux États-Unis, il y a des couvertures locales qui sont généreuses, donc vous rajoutez ce qu'il faut, vous faites en top-up, mais vous utilisez les garanties locales. Quand vous êtes dans certains pays africains ou du sud-est asiatique, on considère quasiment que les taxes qui sont payées localement, les taxes sociales, on va dire, c'est plutôt une taxe et la prestation, on ne la regarde pas vraiment et puis on ne rentre pas dans le détail de savoir voilà, si je suis en arrêt de travail, est-ce que j'ai travaillé déjà 2 ans à Taïwan et est-ce que j'aurais besoin, etc. Donc on rajoute pour être sûr vis-à-vis de son expatriation que la personne est au moins aussi bien couverte qu'avant de partir. Donc ça, pour moi, la prévoyance, c'est super important. Et si on l'a mal fait, c'est récupérable. Hein, je veux dire, nous, on a souvent des employeurs, vous aussi, j'imagine, qui nous disent « Oh là là, il me semble qu'on n'a pas assez couvert telle personne » ou on a un cas là, litigieux, il faut peut-être faire attention sur le reste. On fait un avenant, on revoit le contrat d'assurance et l'année d'après, tout va bien tant qu'il n'y a pas d'invalidité dans les effectifs. Par contre, en retraite, toute erreur de jugement au départ est définitive pour le passé. Hein. Si pendant 10 ans, vous n'avez pas cotisé ce qu'il fallait pour le salarié, ou en tout cas si vous lui avez caché le sujet, hein, on exprimait tout à l'heure le côté Dubaï, ouais c'est sympa, à Dubaï, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas d'impôt, donc ils vont sans doute économiser, et donc ils pourront se payer la retraite, mais s'ils n'en ont pas conscience, et qu'ils ont un peu craqué pendant 10 ans, ils n'ont pas la retraite quand ils reviennent en France, ils n'ont pas les trimestres, et ça peut être... l'employeur peut être responsable de cette situation. Donc là, faire très attention. Enfin, nous, le conseil qu'on donne, c'est s'il y a le moindre doute sur un pays ou sur une personne, il faut mieux payer une partie en double que de prendre le risque là-dessus. Et moi-même qui suis depuis assez longtemps dans ce métier-là, il y a encore 20 ans, on disait, en gros, tout ce qui est expatriation ou délocalisation en Europe, il n'y a pas à réfléchir, tout ce qu'on pense, en retraite, etc., c'est malheureusement pas vrai. Et puis aujourd'hui, avec le Brexit, on a le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les Français qui ont bossé 10 ans en Angleterre. On pense que ça va bien se passer, mais on n'en est absolument pas certain. On avait la même chose avec certains pays africains en disant là, il n'y a pas de problème, il y a une bilatérale, ça se compense, et puis on s'aperçoit que le système local s'écroule. Localement, ils n'ont plus rien, et donc la bilatérale, il n'y a plus rien non plus. Donc avoir un minimum, au minimum, redonner ce qu'ils auraient eu en France sur leur salaire avant de partir, hein, parce qu'il y a toujours la prime d'expatriation, est-ce qu'on cotise dessus, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais faire au moins en sorte que s'ils n'avaient pas bougé du sol français, sur le sujet retraite ou prévoyance, ils aient à peu près la même chose. Alors c'est à peu près, hein, ouais. Il y a donc l'extension Agir Carco, la cotisation volontaire à la CFE pour les Français. Donc voilà, c'est ces 3 points qu'il faut regarder. Mais il y en a qui, des fois, il y en a qui oublient. Hein. Enfin, Je pense surtout, en fait, ça dépend des... Les entreprises sont devant l'information, mais aussi les expatriés et leur volonté de partir à l'étranger.
Il faut comprendre que les personnes sont, on va dire, expatriés, ils sont tous expatriés. On va dire qu'ils ont un vrai contrat d'expatriation avec un retour dans la société qui les a recrutés, par exemple si on prend en France ou ailleurs, etc. Et le constat quand même aujourd'hui, ce n'est plus ça la réalité. Les personnes partent dans des filiales, travailler dans ces filiales, payer en monnaie locale, avec des contrats de travail locaux, sur lesquels l'entreprise essaye de compléter quelque chose. Et non plus, je pars et j'ai un droit de retour. En fait, hein. C'est même d'ailleurs de la volonté des personnes, pour 36 millions de raisons. Parce qu'on vit peut-être beaucoup mieux à Singapour qu'en France, etc., ou dans d'autres pays, où il y a aussi le cadre de vie, etc. Donc, il est évident, des fois, l'expatrié n'a pas toujours conscience qu'il peut avoir des trous dans sa raquette, j'allais dire, sur le coup de la protection sociale. Et il faut aussi dire que de l'autre côté, l'entreprise cherche à optimiser, j'allais dire, la totalité de ses coûts, en fait. Hein, et que c'est plus simple pour elle de gérer, entre guillemets, cet expatrié dans une filiale locale, hein, plutôt que de le gérer à la tête du groupe. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'a guère de choix, de toute façon, que de le gérer un local, dans la mesure où elle se doit, dans la majorité des pays, d'avoir un contrat de droit local. Donc, finalement, on est obligé de respecter les règles. En fait, et la problématique vient de certains pays qui vont être plus ou moins évolués sur le plan social, ou moins évolués sur le plan social, offrant ou n'offrant pas des droits à des personnes qui sont dans tel ou tel pays. On prendrait par exemple Singapour, qui est la destination préférée de nombreux expatriés. Pour autant, pour bénéficier des vrais droits locaux, il faut avoir une carte de résidence de 10 ans. Donc, autrement, finalement, on est traité comme un expatrié. Donc ça dépend finalement de ce qui est offert sur le plan local. Hein, ce que moi, je constate, en tout cas du côté anglo-saxon, au sens large, on va dire, les entreprises, on va dire, multinationales, contrairement aux entreprises françaises, qui est assez... Vraiment, cette particularité en France, on va faire tout un bloc, en fait. Hein, alors que côté anglo-saxon, on se préoccupe de la partie santé pure, pas de complément de CFE, je sais pas quoi, c'est du premier euro, premier US dollar. Toutes les nationalités sont à la même enseigne. Il est mis en place des régimes qui responsabilisent les personnes, avec beaucoup plus de prévention à l'intérieur de ces régimes. Alors, leur but, c'est de prévenir les risques, attirer l'attention de ces expatriés sur les risques, plutôt que d'avoir à éteindre des incendies. Puis ça rend compte aussi, c'est que le but, quand vous montez une politique de mobilité internationale, ce n'est pas d'avoir une prime qui fait 100 la première année, 120 la deuxième, 150, 200, et d'avoir toujours un groupe déficitaire. Le but, c'est d'être à l'équilibre, si je puis dire, hein, parce qu'en bout de course, de toute façon, ce sera toujours la société qui devra payer la note, et puis, on va dire, l'expatrié de manière finale. Donc ces éléments sont vraiment à prendre en considération, j'allais dire, dans la définition de cette politique de mobilité internationale. Et donc les anglo-saxons voient de manière beaucoup plus large. Ils vont beaucoup plus appréhender, si je reviens aux aspects retraite, de compensation à la française finalement, qui des fois ça ne marche pas. Mais ils utilisent des vrais assureurs avec des fonds de pension, en fait. Hein. C'est-à-dire que les entreprises cotisent, le salarié cotise et il reçoit finalement son retour à la fin de son expatriation, ou même s'il n'est pas expatrié, parce que cette même chose est offerte, on va dire, au cadre de l'entreprise locale et de la même manière qu'à l'expatrié, parce que finalement, le but aussi, c'est d'avoir une politique qui soit homogène. On ne veut pas faire de favoritisme dans les entreprises. Je crois que c'est pas bien d'ailleurs, en fait, hein, puis ça se sait. Hein. Comment expliquer, par exemple, au directeur de la filiale locale qui est nationale, que lui n'aurait pas les mêmes droits que celui qui est expatrié, voire même en dessous de lui hiérarchiquement. Ça pose des problématiques, en fait. Hein. Donc c'est aussi sur une forme de consensus, j'allais dire, dans le cadre de cette protection sociale.